Bonjour Hugo Micheron. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour venir nous éclairer. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste du djihadisme. Vous revenez de 2 ans dans une université américaine. Vous êtes aujourd'hui l'un des regards probablement les plus précis, solides, parce que vous avez étudié la question, pas seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe, sur la question du djihadisme. Vous publiez La colère et l'oubli, c'est chez Gallimard, les démocraties face au djihadisme européen. Le plus dangereux, dites-vous, c'est l'oubli. Et nous y sommes dans cette période d'oubli. On veut croire peut-être que le terrorisme, c'est fini, on n'a pas trop le temps d'y penser, on a d'autres chats à fouetter. Et puis tant que ça tient, on se rassure. Il y a pourtant des signaux, vous allez nous le dire dans un instant, qui montre un djihadisme qui reste actif, mais avec d'autres outils que l'attentat. L'attentat, vous le dites, ce n'est que la fin du film. Ouais. Vous nous appelez à nous réveiller. Est-ce qu'il faut donc comprendre, Hugo Micheron, que le terrorisme islamiste et le djihadisme ne sont pas derrière nous ? Oui, en fait, ce qu'il faut déjà distinguer, c'est précisément ça, c'est-à-dire le terrorisme d'un côté et le djihadisme de l'autre. Le terrorisme, c'est un moyen qu'utilisent les djihadistes à une fin précise, qui est de terroriser les sociétés ou les régimes qu'ils déclarent comme ennemis. Mais c'est pas le seul moyen qu'ils utilisent. Et il y a un djihadisme en dehors des attentats. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Et si, en fait, on considère que le djihadisme, ce n'est que du terrorisme, et ben en fait, quand la menace terroriste diminue, on pense que le djihadisme est en train de disparaître. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Le djihadisme prend d'autres formes. Ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est comment il s'est construit sur 30 ans et à l'échelle de différents pays européens. Donc de reprendre vraiment le plan d'ensemble. Et on voit que sur ces 30 dernières années, il y a eu 3 cycles, un par décennie. Et à chaque décennie, il y a une période que j'appelle de marée haute, c'est-à-dire une période où les attentats deviennent le mode d'action privilégié des djihadistes, mais aussi, et c'est peut-être là que tout se joue en fait, des périodes de marée basse, où en fait les djihadistes, parce qu'ils sont emprisonnés, parce qu'ils ont perdu sur le plan militaire en Syrie ou en Irak, en fait sont moins en capacité d'action pour passer à l'acte terroriste, mais par contre recrutent, diffusent leurs pensées, publient tout un tas de contenus sur Internet ou dans des livres. Et ça, c'est à ça, à mon sens, qu'il faut s'intéresser. Sinon, on s'expose en fait à un rebond. On est dans une forme de déni. Et pourtant, et on va le voir, y compris dans l'actualité la plus récente, il y a des signaux qu'il faut prendre au sérieux. Combien y a-t-il de prédicateurs islamistes influents aujourd'hui ? Alors évidemment, vous vous intéressez à toute l'Europe, mais aujourd'hui, je veux surtout vous interroger sur la France. En France, aujourd'hui, des prédicateurs influents, peut-être sur le terrain, dans les territoires, mais aussi sur les réseaux. Oui, alors les chiffres sont extrêmement compliqués à recouper parce que déjà, il faudrait savoir ce qu'on appelle en fait un prédicateur. Moi, mon sentiment aussi sur la base des entretiens que j'ai réalisés auprès de djihadistes, etc., c'est que potentiellement tout djihadiste est un recruteur et un recruté. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la personne à qui il est confronté, il va plutôt être dans l'apprentissage de la doctrine ou plutôt en train d'essayer de recruter des gens. Donc, si on doit répondre précisément sur les chiffres, il faut tout décomposer. Donc, il y avait 6000 Européens qui ont été impliqués dans les réseaux des djihadistes en Syrie sur la décennie passée. 6000, c'est beaucoup. C'est fois 100 par rapport au nombre d'Européens impliqués dans les réseaux djihadistes 20 ans plus tôt. Donc on voit là qu'il y a une accélération du phénomène djihadiste. Encore une fois, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé entre les périodes d'attentats pour pouvoir comprendre pourquoi il y a eu cette accélération. Et c'est ça que moi j'essaye à mon humble mesure de faire. Mais il n'y a pas que des djihadistes impliqués dans des réseaux terroristes, encore une fois. Il y a aussi sur Internet tout un tas d'individus qui vont diffuser de la propagande. On a vu aussi un phénomène de recrutement très important dans les prisons sur les 20 dernières années et à l'échelle, encore une fois, de toute l'Europe. Et ça aussi bien dans les prisons françaises que dans d'autres pays qui ont des traditions pénitentiaires totalement différentes. Je pense par exemple au Danemark ou aux Pays-Bas. C'est d'autant plus intéressant. Alors ça, franchement, je fais une petite parenthèse, Hugo Micheron, mais comme votre étude, elle est européenne, on se rend compte que presque la culpabilité française où au lendemain de Charlie Hebdo, au lendemain de certains attentats, on s'est dit, et certains politiques, y compris Emmanuel Macron à l'époque, avaient eu la tentation de dire il y a un terreau, il y a une responsabilité de l'État français, on n'a pas su intégrer, peut-être qu'on n'a pas su leur donner des jobs, peut-être que c'est une réponse économique. Vous regardez les autres pays,
pays. Il n'y a pas de spécificité française, il n'y a pas de réponse économique. C'est une question qui dépasse très largement les frontières. Oui, je vous remercie de poser cette question parce que là, c'est un point qui est vraiment très important. En fait, quand on regarde les pays européens touchés par le phénomène djihadiste, et là, la France a été très touchée, mais c'est loin d'être la seule. En proportion, le Danemark a été plus touché, la Belgique, la Suède ont été plus touchés par le phénomène que nous. Donc, encore une fois, c'est important d'avoir cette vision européenne. Ce qu'on voit, c'est que dans chacun des pays touchés en Europe par le phénomène djihadiste, tout le débat public a eu tendance à réduire aux spécificités du pays. Donc en France, on a dit oui, en fait, on a des attentats. Oui, c'est à cause de la laïcité. La République, l'histoire coloniale. On a culpabilisé. On a culpabilisé et surtout, on a vu plus que ça. Donc, ça a donné des gens qui disaient oui, c'est de la faute de la laïcité et d'autres qui disaient non, heureusement qu'on a la laïcité, sinon ça aurait été bien pire. Mais au Danemark, ils ont fait la même chose avec la question de l'égalitarisme. En Allemagne, du différentialisme culturel. En Grande-Bretagne, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces pays ont été touchés par le même phénomène qui s'est diffusé dans les mêmes conditions et pendant la même période et parfois même par les mêmes acteurs. Et c'est pour ça que moi, je reviens à l'origine, c'est-à-dire aux années 90. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le djihadisme s'est implanté par des individus qui ont choisi un certain nombre de quartiers et qui ont commencé par des microcosmes. C'était tout petit. Au début, c'était des dizaines de personnes. Des dizaines d'individus, mais qui ont... Et c'est là où c'est très important de distinguer le djihadisme de l'acte terrorisme en lui-même, parce que ce qu'ils ont fait au début, c'était pas du terrorisme. Au début, ils ont mis en place des méthodes pour diffuser leurs idées. Donc, ils ont monté des écoles hors contrat, ils ont monté des séminaires religieux, ils ont monté des méthodes de porte-à-porte. Ils ont vendu un certain nombre de livres sur les marchés. Bref, ils ont essayé de faire du militantisme de terrain. Et de 10, ils sont passés à 20, puis à 100, etc. Et sur 30 ans, ça donne ces fameuses zones de départ pour la Syrie qu'on va voir que Daesh, finalement, va révéler. Alors, vous parlez du départ, mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de départ. Il n'y a plus de lieu où aller. Le djihadisme, ce n'est pas un départ, ce n'est pas partir pour. C'est rejoindre une cause, et ça peut être en restant parfaitement chez soi en France. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils appellent ça faire allégeance au système djihadiste, donc à l'idéologie, si vous voulez. Donc, c'est vrai que ces périodes de marée haute que j'évoquais, là, au moment où, en fait, il y a des campagnes de terreur qui sont menées contre l'Europe, c'est toujours quand ils sont à leur pic. Et le pic, typiquement, sur la dernière décennie, c'était Daesh en Syrie et en Irak. La décennie d'avant, la décennie des années 2000, c'était l'État islamique d'Irak suite à l'invasion américaine de ce pays. Et puis 10 ans avant, c'était l'arrivée des talibans en Afghanistan. Mais quand ils perdent ces bases arrières-là, les djihadistes disparaissent pas forcément pour autant. Si vous voulez, vous pouvez détruire Daesh ou Al-Qaïda autant que vous voulez, vous ne détruisez pas forcément l'idéologie. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ça, comment l'idéologie est diffusée. Alors il faut s'y intéresser, ça c'est ce que vous faites, et il faut ensuite utiliser les bonnes armes. Est-ce qu'on a les armes une fois que plus personne ne pourra dire qu'on ne sait pas, parce que votre livre il a été publié, parce que votre enquête elle a été menée, parce que désormais on sait. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait quand on voit par exemple qu'il y a eu cette expulsion honnêtement ratée de l'imam Iqiyoussen l'été dernier, qui finalement a fini par partir en Belgique. Enfin, je veux dire, c'était un fiasco total. Quand on voit que certaines écoles coraniques radicalisées ont été identifiées, mais qu'on a tant de mal à les fermer, ou alors qu'elles renaissent de leurs cendres différemment sous d'autres appellations, est-ce qu'on a les armes ? Oui, en fait, on a les armes. C'est très important de comprendre qu'on a les armes, mais à condition de s'y intéresser. Est-ce qu'on les utilise alors, peut-être ? C'est ça la question. En fait, il faut ni sous-estimer le djihadisme, ni sous-estimer la capacité des démocraties à répondre. Si on regarde les premiers djihadistes dans les années 90, quand ils s'implantent par exemple à Londres ou à Bruxelles, à Molenbeek, etc., ils méprisent totalement la démocratie. Ils sont persuadés qu'ils vont réussir à la subvertir de l'intérieur. La réalité, c'est qu'après le 11 septembre, la plupart d'entre eux terminent en prison. Et donc, il y a eu une forte réaction. Mais le problème, c'est qu'il a fallu attendre des attentats. Or, je considère, et je ne pense pas être le seul en France, qu'on ne peut pas forcément s'exposer ou attendre... N'attendons pas le drame, n'attendons pas la prochaine marée haute. Et donc, la nécessité, c'est de s'y intéresser maintenant, en dehors des attentats. Et pour ça, il y a plein d'outils qui existent dans le cadre de l'état de droit, et ça, c'est très important de le souligner. C'est dans le cadre de l'état de droit que la réponse va être formulée, mais il faut aussi comprendre que la menace n'est pas que sécuritaire, elle est aussi politique et sociétale. C'est pour ça que si on ne s'intéresse qu'à la question du terrorisme, en fait, on rate tout cet amont. Et l'amont, il est politique. Mais cet amont, on a le sentiment qu'à chaque fois qu'on le pointe du doigt, la réponse n'est que polémique. La réponse, c'est... et d'ailleurs, vous le dites, il y a une forme de déni de la gauche et d'hystérie de la droite sur ces sujets-là. On pense par exemple au reportage qui avait été fait à Roubaix. Au lieu de s'intéresser au fond, on s'était surtout intéressé à est-ce qu'il faut montrer, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut stigmatiser. Vous vous dites, sortons totalement de cette question-là et regardons la réalité. Oui, déjà, premier point, il faut élargir l'espace du débat sur ce sujet. Il faut
en parler et il faut mieux en parler. Et ça, c'est à portée de main. Il n'y a pas que l'hystérisation et le déni qui existent. Il y a aussi, et c'est aussi le propre et la responsabilité, je veux dire, des individus en démocratie que de savoir en parler. Et c'est aussi pour ça qu'on produit des travaux et qui d'ailleurs sont dans le débat pour être aussi débattus. Le deuxième point, je reviens sur ce reportage à Roubaix que vous évoquez à l'instant. Ça, c'est typique. Et il y en a plein des exemples comme ça, mais celui-là, c'est typique. Il y a eu quand même, c'était très grave, hein, il y a eu une menace de mort contre la journaliste, il y a eu tout un pataquès, etc. Et en fait, c'est ce genre d'éléments dont on a besoin pour savoir aussi ce qui se passe. Alors, on peut mieux les faire, on peut encore une fois en débattre. Ce que c'est devenu? C'est-à-dire, ce qui était montré dans ce reportage, c'était notamment des enfants qui, tout simplement, des petites filles qui ne peuvent pas dessiner, parce qu'elles n'ont pas le droit de dessiner les visages, des poupées sans visage, des cours de récréation, où on a beau se passionner au niveau national sur l'idée de la mixité dans les cours de récréation. Là, on en était très très loin. C'est-à-dire, c'est des petites filles qui n'ont pas le droit d'approcher les petits garçons dans la cour. Est-ce qu'il y a eu des suites? Est-ce que l'État a répondu à ce qu'on voyait? Alors ça, je l'ignore totalement. Ce qui est important, c'est toujours évidemment de savoir de quel phénomène on parle. Et ce qui est frappant, je vais vous prendre un exemple très clair. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé par exemple à Toulouse. Toulouse, c'est une zone qui a été très touchée, la région toulousaine, le Mirail, etc., qui a été très touchée par les départs pour la Syrie. Mera, les frères Klein qui revendiquent les attentats du Bataclan et du 13 novembre. Bref, on a eu là toute... Qu'est-ce que c'était que ce terreau toulousain? C'était au début 10 individus à l'échelle de 45 000 habitants au début des années 2000. Et 10 ans plus tard, c'était une centaine d'individus. La plupart sont partis rejoindre Daesh en Syrie. Et au milieu d'eux, on trouve aussi Mera. À Roubaix, à Molenbeek, en Belgique, etc., on parle pareil de microcosmes. Mais par contre, ce sont des microcosmes qui agissent. Qui sont actifs. Qui sont actifs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Et si on ne le fait pas, en fait, si on tourne le regard et qu'on considère que tout ça est trop problématique et qu'il convient de l'ignorer, mais il ne faudra pas non plus totalement s'étonner qu'ils utilisent cette marge de manœuvre. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est très important, encore une fois, de savoir de quoi on parle. Il faut faire une distinction entre djihadisme, évidemment, et islamisme, et entre islam et islamisme.